À voix haute, à voix mystérieuse. Texte de Jérôme Fouquet. La voix du crime. Épisode numéro 8. Le besoin de vengeance me ronge de l'intérieur. La tranquillité ne me sera offerte que le jour où je punirai Aaron. Ma vie a basculé par sa faute. J'ai perdu l'estime de ma fille qu'il me faudra du temps pour reconquérir. Aaron a disparu. Il a déserté les services de police, a rendu son pavillon versaillais. Ne lui connaissant ni famille ni enfant, j'ai passé en revue tous mes anciens collègues du 36 pour imaginer qui pourrait me guider vers lui. Mes recherches ont été infructueuses. Le scélérat s'est volatilisé, coupant tous les ponts avec son ancienne vie. Un aveu de culpabilité. Seul Sylvain, un grand type coincé qui œuvrait comme technicien en identification criminelle, a pu m'orienter. Il a croisé l'oiseau rare 3 mois plus tôt dans un train qui le menait vers le sud-ouest de la France. Ils ont discuté quelques minutes, mais Aaron, visiblement peu à l'aise, n'a pas prolongé la conversation. Il a évoqué de nouveaux projets loin de la police, a quitté le train en gare de Bordeaux où il devait passer quelques jours de vacances pour faire le point. Son souhait semblait de quitter la France et s'installer à l'étranger, restant vague sur un futur point de chute et sur les nouvelles activités qu'il souhaitait mener. Connaissant un peu l'individu, je pencherais pour une diversion. Les chances sont importantes qu'il se terre quelque part sur le territoire. Il veut brouiller les pistes au cas où on voudrait le retrouver, ce en quoi il a parfaitement raison. Je sais aujourd'hui que ma prochaine étape pour atteindre l'équanimité passe par le sud-ouest de la France. Mais avant de pouvoir poursuivre mon enquête personnelle, je dois en mener une nouvelle à titre professionnel. Le directeur de production d'une émission de télécrochet, victime d'un chantage, m'a contacté ce midi au moment où j'attaquais une tranche de filet mignon. Il se nomme Jean-Luc Desmarais et assure la gestion budgétaire, la préparation et le bon déroulement de la célèbre émission La plus belle voix. Personnellement, j'ai dû la regarder une fois ou deux, mais je sais que ma fille Serena en est mordue à tel point qu'elle ne me répond pas le vendredi soir, agglutinée derrière le petit écran comme des millions de téléspectateurs délectés de suivre l'ascension de parfaits inconnus qui rêvent tous d'enregistrer un album de musique, Sésame promis aux vainqueurs. Moi, c'est Matt the Brain. Après avoir chanté 20 ans dans l'orchestre de la police, j'officie désormais dans la modeste chorale des détectives privés. J'ai perdu en prestige ce que j'ai gagné en tranquillité. Monsieur Desmarais me convoque urgemment dans les studios d'enregistrement de l'émission à la Plaine Saint-Denis. J'essaie d'en savoir plus, mais il ne veut rien me livrer de plus par téléphone. Il tente de m'appâter avec la promesse d'une juteuse rémunération si je réussis à coincer le maître chanteur. Pas sûr d'être intéressé par une affaire d'intimidation liée au showbiz. Je lui confie que je suis spécialisé dans la résolution de meurtres et d'enlèvements. Devant mon scepticisme, il dégaine un argument massu, 2 places dans le public pour les demi-finales. Je pense à la réaction extatique de Serena devant la promesse d'assister en live à son émission favorite. J'accepte la proposition, avale rapidement un bout de fromage, puis enfourche mon scooter sans prendre le temps de savourer mon habituel ristretto. La Plaine Saint-Denis, coincée entre les communes d'Aubervilliers et Saint-Ouen, offre un espace babylonien de 2 hectares dévolu à des plateaux télé nouvelle génération. Je ne perds pas de temps à trouver les studios de La plus belle voix, visibles comme un éléphant au milieu d'une rizière. 5 grands studios, reliés par une surtoiture, façade en verre et panneaux de polycarbonate. J'imagine qu'un grand soin a été apporté aux matériaux pour favoriser l'acoustique. Je me dirige vers l'entrée du studio L1, qui doit flatter les stars. Un tapis rouge bordé de pots de fleurs menant à une double porte vitrée, encadrée de fines colonnes couleur crème et de grands panneaux de verre aux couleurs de Zik TV, la société qui produit l'émission. Clinquant à souhait. Je pénètre dans un hall classique, quelques agents de sécurité font les 100 pas et une hôtesse d'accueil à la mine pimpante m'annonce que le directeur va venir me chercher. On aurait dit le siège d'une banque internationale. L'argent n'est peut-être plus là où l'on croit de nos jours. Mon interlocuteur se présente moins d'1 minute après mon arrivée. Sa célérité me donne une première indication sur la gravité de son problème. Quarantenaire de petite taille, cheveux courts et visage buriné par un métier stressant, Monsieur Desmarais masque son inquiétude derrière une affabilité exagérée, souriant nerveusement à chacun de ses employés. Nous empruntons un escalier puis traversons un épais couloir jonché d'écrans TV, de baby-foot et de canapés où s'affalent des jeunes en t-shirt basket, casque sur les oreilles et canette à la main. Le producteur m'explique que ce lieu de dépravation correspond en réalité à l'endroit où les talents se détendent avant leurs auditions de l'après-midi. Il m'avoue que certains d'entre eux croient jouer leur vie sur les quelques minutes dévolues de passage télévisuel.
La direction a donc mis à leur disposition un espace de détente pour leur permettre de se concentrer sur leurs performances vocales. Un job a même été créé, le Talent Angel, pour accompagner les candidats dans l'aventure et répondre à leurs moindres desiderata. Un genre de factotum moderne prompt à trouver une masseuse en milieu d'après-midi ou une barre de céréales en plein milieu de la nuit. Pour la plus belle voix, il s'agit de Robin, un Toulousain bondissant qui rassure par une bonhomie et un entrain naturel. Il me le présenterait bien, mais il est parti en quête d'un talent qui a disparu dans le dédale des 5000 mètres carrés des studios. Nous nous posons dans le bureau du directeur qui s'enquiert de la boisson dont j'ai envie. Je pencherais volontiers pour un ristretto, mais impressionné par le grand frigo à canettes digne d'un bar pour teenagers, je cède pour une limonade. Jean-Luc Desmarais décapsule la bouteille qu'il me tend avant de se pincer la lèvre. Il soupire un grand coup, puis se décide à me détailler ce qu'il tracasse. L'histoire remonte à 3 mois, quand il a reçu par la poste l'enregistrement d'une jeune candidate potentielle, Solène. Joli minois, mais voix affreuse. Impossible pour lui de la sélectionner. Elle n'avait pas le niveau des auditions à l'aveugle. Mais l'enveloppe contenait aussi un avertissement. Jean-Luc a du mal à poursuivre. Je sens qu'il bloque à l'idée de me livrer une partie de son intimité. Rien ne sortira d'ici, je vous en fais le serment, lui dis-je pour le détendre. Il me regarde, gêné, puis acquiesce d'un léger mouvement de tête. L'auteur de la lettre prétend être au courant de la liaison du directeur avec une ex-candidate qu'il révélera au grand jour si Solène n'était pas sélectionnée. Il me confirme la véracité des faits. Il a donc manœuvré pour que cette candidate soit reçue au casting. Certains coquins coachs ne se retourneraient sur sa prestation et que la farce en resterait là. Il pensait que quelqu'un voulait la voir sur scène et que cela lui suffirait. Elle a repris timidement Let It Be des Beatles, succès planétaire et universel qu'elle n'a pas mis plus de 2 minutes à massacrer. Curieusement, un fauteuil s'est retourné au milieu de la prestation. Un bug technique, je lui demande. Malheureusement non, me dit-il. Il s'avère que le dit coach a aussi subi un affreux chantage. Il n'a pas déclaré une partie de ses revenus il y a 3 ans. La menace consistait en une dénonciation au fisc s'il ne qualifiait pas la candidate. Bien renseigné, votre maître chanteur. Comment le coach a-t-il reçu ces menaces? Comme vous, par la poste? Le producteur étire une virgule au coin de sa bouche. C'est là que ça devient intéressant. Une lettre directement glissée sous la porte de sa loge. Vous voulez dire que le maître chanteur est familier des lieux? Dites-moi, combien de personnes travaillent à faire tourner votre émission pour que j'évalue la liste des suspects potentiels? À peu près 200. Ah, quand même. Je ne me rendais pas compte. Il y a les techniciens, les maquilleuses, les coachs vocaux, ceux qui gèrent la régie, les équipements, la programmation, les caméramans, sans parler des talents eux-mêmes. 110 au départ de cette nouvelle saison. Qui a accès à la loge du coach? Une vingtaine de personnes en théorie. Vous voulez les noms? S'il vous plaît, continuez votre histoire car je crois que ce n'est pas tout à fait fini, n'est-ce pas? Je marque un point auprès du producteur qui me jette un coup d'œil malicieux avant de reprendre le fil de cette déroutante histoire. Il m'explique que l'étape suivante fut celle dite des battles. La candidate qui affrontait Solène s'est effondrée sur scène oubliant une partie de son texte, ce qui l'a éliminé de facto. Monsieur Desmarais n'avait jamais vu une telle déconfiture en 9 années d'émission. Après investigation, Robin, le Talent Angel, a découvert les menaces de mort qui l'ont conduite à se saborder. Un message tout en subliminalité. Si tu gagnes ta battle, tu es une fille morte. La farce est devenue sérieuse avec ces menaces de mort, je remarque tout haut. Comment la candidate a-t-elle été avertie? Une lettre glissée dans son sac à dos 3 heures avant l'audition. Vous avez conservé ces messages? Il fait gicler d'un geste vif la boucle de sa canette, puis me tend une chemise cartonnée avant d'expédier une rasade de coca au fond de son gosier. J'extrais les 3 documents à l'origine de l'ascension de la chanteuse de douche. Je remarque tout de suite le grain de papier identique, l'écriture semblable au stylo plume, ponctuée de belles lettres rondes et aérées. Le rançonneur ne s'est pas donné la peine de brouiller les pistes. Il veut qu'on sache qu'il agit seul. Mais quel est son mobile? Monsieur Desmarais poursuit son récit. Solène a ensuite été miraculeusement sauvée par le public, malgré une prestation aussi mièvre que les précédentes. Elle a chanté un tube de rock en prime time. La direction avait une telle peur de tuer son audience que Patrick, l'orchestrateur musical, a fait son maximum pour que la batterie et les guitares couvrent sa voix de crécelle. De façon tout à fait incroyable, la popularité de Solène n'a fait que grandir à partir de cet instant, prouvant que les peurs du producteur étaient infondées. Non seulement l'audience n'a pas chuté, mais elle a été décuplée à chacune de ses apparitions. Le public se reconnaît en elle, me glisse Desmarais. Ses imperfections en ont fait une figure familière, les gens se sont subitement mis à la soutenir. On sous-estime le pouvoir du pathos capable de réveiller les consciences humaines.
Je plante un regard torve dans celui du directeur. C'est touchant, mais bon, si vous sélectionnez une candidate médiocre et qu'elle est aimée du public, cela vous regarde, non? Faites-lui signer un album et vous gagnerez de l'argent. Vous ne comprenez pas, me dit-il. Nous serions la risée de toute la profession. Alors trouvez un moyen de l'éliminer. De la tuer? Mais non, de l'éliminer du jeu. Le directeur se met à sangloter bruyamment. Je vous demande pardon, je ne sais plus où j'en suis. Nous ne pouvons pas la disqualifier, ce n'est pas si simple maintenant qu'elle a les faveurs du public. Combien reste-t-il de shows télévisés? On touche au but. Nous sommes en demi-finale, nous enregistrons la prochaine émission ce soir en direct. Il m'explique qu'il reste 2 candidats par équipe de coach, soit 8 au total. La moitié sera éliminée dans la soirée, la finale scellera le vainqueur le samedi suivant. Je lui demande s'il prend ses menaces au sérieux. Il me répond qu'avant ce matin, il était plus intrigué qu'inquiet, mais un nouveau billet reçu dans la matinée l'a fait déchanter. Il ouvre le tiroir de son bureau et me tend une lettre au format semblable aux précédentes. Je la lis à voix haute. Ce soir, attendez-vous au meilleur show depuis le début de votre émission. Il y aura des étincelles. J'essaie de savoir si le producteur connaît des ennemis. Il m'avoue susciter des jalousies comme tout responsable d'émission à succès. Vous savez que ce jeu existe maintenant dans 30 pays, me lance-t-il. J'essaie de réfléchir au mobile. La récompense promise au vainqueur me vient en tête, le droit d'enregistrer un disque avec un éditeur de musique. Mais cela n'a pas de sens. Le rançonneur pense-t-il vraiment que cette jeune fille arrivera à ses fins avec un déficit vocal aussi patent? À moins que ce ne soit elle-même la maîtresse chanteuse, ce qui serait cocasse pour une fille à la voix falote. Le producteur me propose de réaliser une petite série de reportages vidéo dans le cadre de la dernière émission, l'occasion de recueillir les confidences des protagonistes sur les 9 dernières années de ce show très médiatisé. Il me confie la liste d'une douzaine de personnes habilitées à accéder à la loge du coach Panet, constituant ma liste principale de suspects. Il me donne carte blanche pour interviewer qui bon me semblera tant que je l'aide à déjouer cette sombre machination. 2 interrogations m'interpellent suite à ce long entretien. La première réside dans le timing des menaces. Pourquoi nuire au jeu maintenant, alors qu'il vient d'annoncer dans la presse que c'était l'ultime saison? Le deuxième a trait au mobile. Pourquoi vouloir faire progresser cette candidate, apparemment moins douée que les autres? Le but est-il de la mettre en avant ou de lui nuire? Que signifie le mot adressé à M. Desmarais? Le mot étincelle présente une dichotomie qui ne me permet malheureusement pas de trancher à ce stade. Je décide de juger la candidate controversée par moi-même, mais me rends compte que je ne sais pas à quoi elle ressemble. À la sortie du bureau du producteur, je croise Jonathan, un jeune talent plutôt affable. Il me propose spontanément son aide, mais quand je lui demande où se trouve Solène pour l'interviewer, il se raidit d'un coup, me demande pourquoi je perds mon temps à interroger une perdante. Je ferais mieux de lui poser des questions. Lui qui est également qualifié pour les demi-finales, mais avec de sérieuses chances d'aller au bout. Je dévisage ce petit brun aux cheveux gominés, bouc impeccablement taillé, qui porte une chemise à large col. J'insiste et lui propose éventuellement de le filmer ultérieurement. Il me dit en avoir sa claque, tout le monde ne parle que d'elle, même le présentateur la défend. Il m'indique à contre-cœur que la candidate se trouve en discussion à l'étage inférieur avec Clara Fabio, une des 4 coachs de La Plus Belle Voix. Je me souviens pour l'avoir déjà vue dans une émission de variété qu'il s'agit d'une belle femme à la longue chevelure blonde bouclée et au sourire éclatant. Ceci me permet de la reconnaître même si elle arbore un jogging, des baskets et un gilet à grosses mailles, loin des robes fringantes qu'elle doit porter fièrement lors des émissions. Je découvre l'effet caméra quand je dégaine celle que m'a confiée Desmarais pour mon petit reportage. La coach, en grande discussion avec une jeune femme, petite et trapue, me lance un « pas de film s'il vous plaît », puis nous abandonne sans préambule devant mes velléités de la mettre en boîte. Solène se tourne alors vers moi. J'explique que le producteur m'a demandé d'enquêter sur les coulisses de la dernière saison. Elle me lance un regard désœuvré en me demandant si ça doit passer sur YouTube, ce à quoi, pris de court, je réponds positivement. Bien m'en prend. Elle paraît se détendre, acceptant de répondre à quelques questions. J'apprends qu'elle a été abandonnée enfant, qu'elle chante pour se reconstruire, qu'elle a puisé son courage et son énergie dans cette tragédie qui l'accable. Elle a vécu, ballottée de foyer en foyer, à moitié élevée par une grand-mère, a mis fin à ses études en première année de fac. Elle veut retrouver ses parents dont elle assure ne pas tenir rancœur. Je sens, en effet, une détermination dans ses yeux, une envie de réussir. Pourrait-elle se trouver à l'origine de tous ces chantages? A-t-elle la rage contre la société à tel point qu'elle souhaite se venger, elle qui a dû se battre pour glaner le moindre centimètre de bonheur dans sa vie?
Je décide de la titiller sur ses performances musicales, arguant que certains journalistes ne la trouvent pas au niveau des autres, qu'elle a une chance incroyable de figurer à cette place. Elle me dévisage lentement, puis éclate d'un rire lugubre. Elle m'explique qu'il s'agit d'une bande de jaloux qui n'y connaissent rien. Elle vit pour la musique, s'est trouvée un public en chantant le répertoire d'Édith Piaf dans le métro parisien. Puis, elle hausse la voix contre ses détracteurs gagnés par une hystérie soudaine. Je commence à croire qu'elle n'a peut-être pas toute sa tête au moment où sa prosodie se fait plus douce et son propos plus généreux. La plus belle voix représente une grande chance pour elle de montrer à la France entière son talent. Elle ne souhaite pas la gâcher. Je la quitte perplexe pour me diriger vers le bureau d'Amanda qui fait partie de ma liste de suspects. Une svelte rousse aux larges épaules, la quarantaine, me reçoit dans la salle où elle aide les talents à répéter avant leur audition. Elle me fait signe de patienter pendant qu'une petite blonde au teint lymphatique pousse timidement la chansonnette. « Tu veux gagner la plus belle voix, Alexandra ? Alors chante un peu plus fort, tu veux ?» tonne la coach vocale d'un ton espiègle. La gamine, qui ne doit pas avoir plus de 16 ans, hausse les épaules, remet une mèche de ses cheveux et envoie une myriade de décibels dans le micro pour mettre un terme à la provocation. Puis, satisfaite d'avoir démontré ce qu'elle a dans le ventre, déguerpit sans dire un mot. « Ah, c'est jeune tout de même. Ah, ces jeunes, tous les mêmes. Tu les pousses un peu dans leur retranchement et ils prennent la mouche. Alors, il paraît que tu fais un reportage pour la dernière saison ? Je ne savais pas qu'ils embauchaient des hommes mûrs pour le sale boulot, Loustel. Ne vous formalisez pas, je fais ça pour dépanner. Jean-Luc, c'est un vieil ami. Ok. Alors si tu veux l'aider, commence par filmer. Je mets quelques secondes avant d'actionner ma petite caméra, le sourire pincé, tout en pensant que je dois faire plus d'efforts pour me fondre dans un nouveau personnage. Amanda se confie sur son rôle ingrat dans l'émission. Elle prépare les candidats avant leur audition, leur fait faire des gammes, vérifie qu'ils sont sur la bonne octave pour être en accord avec l'accompagnement. Je lui demande ce qu'elle pense de cette dernière cuvée. Elle est plutôt excellente, les candidats talentueux et montrant une certaine audace. Je l'aiguille sur Solène. Elle me dit adorer ce talent, subtil et engagé, même si son timbre n'est pas le meilleur sur le papier. Puis, elle me confie qu'elle a l'âge d'être sa fille. Une idée me traverse l'esprit. J'essaie d'en savoir plus, de comprendre pourquoi elle me parle de filiation, si un drame se cache derrière, mais elle détourne le sujet à dessein. Pourrait-elle être la mère biologique de Solène ? Je réfléchis aux incidences d'une telle hypothèse. Et si c'était elle qui avait manigancé sa venue dans le jeu pour la retrouver ? Je l'aiguille sur un autre sujet. La réaction du producteur face à la chute annoncée d'un long règne télévisuel. Amanda me suggère d'arrêter mon enregistrement pour me parler en off de Jean-Luc. Un type qui a tout donné pour ce jeu et qui a été averti 1 mois après le début de la 9e saison que TF1 ne miserait plus sur ce jeu l'an prochain. Un coup dur qui a atteint cet homme à la carrure pourtant solide. Elle déplore la façon dont il a été traité, lui qui a tant rapporté à la chaîne. Mais c'est le show business. Il faut savoir mettre ses sentiments au vestiaire. Jean-Luc n'a pas de plan B pour l'an prochain. Il ne sait pas ce qu'il fera de sa vie. Peut-être en profiter pour souffler, mais cela ne lui ressemble pas vraiment. Il s'est confié à elle une fois ou deux. Alors elle cogite un peu. Il s'est confié à elle une fois ou deux. Ils ont bu un verre la veille au soir. Il avait un vague à l'âme. Il a même tenté de la draguer en lui glissant maladroitement une main sous la jupe. Elle l'a remise à sa place. Jean-Luc est un beau mec, mais elle vit une belle histoire avec un autre employé de l'émission dont elle préfère taire le nom. Je n'insiste pas sur l'identité de l'élu dont elle m'avoue être enceinte. Elle a 41 ans. Sa gynécologue lui a conseillé de ne pas traîner pour fonder une famille. Son amoureux semble le plus heureux des hommes, même si, divorcé, il doit gérer une situation familiale épineuse héritée de son premier mariage. Elle se demande pourquoi elle me raconte tout cela. Je la remercie pour le temps qu'elle m'a accordé. Ma prochaine cible se nomme Laurent Panet, le coach victime du chantage à la fraude fiscale. Je le retrouve goguenard en pleine séance de baby-foot avec Hugo, un talent de 19 ans. Il ne me prête aucune attention au premier abord, très occupé à chambrer sa jeune proie. Un autre candidat qui assiste à la partie me confie qu'Hugo, rocker dans l'âme, a arrêté ses études pour devenir chanteur aux grandes dames de ses parents. Lui-même a mis fin à des études de droit pour pousser la chansonnette dans des bars du quartier latin. Je serais toujours épaté que certains esprits débridés aient le courage de tout miser sur la providence. Quand Laurent Panet comprend que je réalise un petit reportage sur la dernière de l'émission, il me fait signe de patienter quelques instants. Après une jolie roulette qui lui donne la victoire sur le jeune Hugo,
Lui suggérant une nouvelle fanfaronnade, il me propose de le suivre. Je suis frappé par sa longue chevelure brune qui contraste avec son bouc blanc vaporeux, lui conférant un style de sage tibétain. Sa petite taille, ses yeux pétillants et son visage suggèrent une intensité qui semble l'ancrer dans l'instant présent. Il me le confirme une fois assis dans un fauteuil de sa loge, en plantant profondément son regard dans le mien. Je parierais qu'il s'adonne à la méditation. Après quelques questions pour faire connaissance, il se lance dans une série d'anecdotes sur le jeu, fouillant sa mémoire, lui qui détient le record de longévité des coachs avec 7 participations. Je lui évoque le cas de Solène, sa candidate, devenue mascotte du public. Il semble embarrassé avant de me livrer une réponse politiquement correcte, vantant le courage du talent. J'insiste pour avoir sa vraie opinion. Il se pince la lèvre, puis me demande d'arrêter de filmer pour me livrer le fond de sa pensée. Laurent se montre volubile et très peu pudique, pas besoin de beaucoup l'aiguiller pour qu'il me livre toute la vérité sur l'ascension de Solène. Il me parle des lettres de menace, me relate son évasion fiscale, motivée par un sentiment d'injustice profonde. Il a toujours honnêtement gagné sa vie, a été sidéré en décortiquant son premier bulletin de paie de voir ce que l'État français ponctionnait. Il a cru à une erreur et s'est lâché sur la fonctionnaire qui lui a conseillé de changer de lunettes. Tous ses amis se sont installés en Suisse ou à Monaco. Lui a toujours refusé de fuir son pays, ayant grandi au cœur de la Bourgogne. Alors oui, il a été mis en relation avec un conseiller en optimisation fiscale et a placé de l'argent sur des comptes à l'étranger, mais il ne regrette rien. Il se montre même assez fier de la chanson qu'il en a tirée, devenue un tube, sous forme de pied de nez au fisc qui lui a réclamé des royalties. Puis il me donne son avis sur l'histoire qui se trame derrière ce sombre chantage. Pour lui, un des talents présents dans l'aventure, Jonathan, se sert de Solène pour gagner. Je repense au jeune homme, au bouc, croisé plus tôt, vexé que je m'intéresse à une rivale. Il n'aurait pas hésité à manipuler tout le monde pour arriver à ses fins, selon Laurent, une demi-finale en tête-à-tête avec Solène. Il sait qu'elle a pu faire allusion sur une chanson, mais qu'elle ne tiendra pas la cadence de 3 à la suite. Elle apparaîtra pour ce qu'elle est, une chanteuse de seconde zone qui n'enregistrera jamais un album. D'autre part, les 3 dernières saisons ont été dominées par des candidates. Le public, sensible à l'équilibre des sexes, votera selon lui massivement pour un garçon. Jonathan a donc toutes ses chances en finale. Il affrontera 3 autres candidats, les préférés de chaque équipe. 2 d'entre eux seront forcément des femmes, dans l'équipe de Clara Fabio et dans celle de Kima. L'inconnu demeure le finaliste de l'équipe de Marc Vallone. J'écoute attentivement le coach, j'essaie de savoir d'où lui viennent ses suspicions. Il m'avoue avoir mené sa propre enquête car il n'est pas homme à se faire rouler sans réagir. Jonathan paraît nerveux à son abord alors qu'il ne présente aucun trac sur scène. De plus, il l'a surpris en train de rôder dans le décor du Prime et à 2 reprises devant sa loge. Ses observations ne me paraissent pas décisives dans la recherche de la vérité, mais je retiens sa théorie qui n'est pas dénuée d'intérêt. Je lui demande si un autre coach pourrait lui en vouloir au point de lui coller une candidate médiocre pour ridiculiser son équipe. Il me regarde étonné et m'avoue ne pas avoir pensé à cette hypothèse. Il s'entend bien avec tous, excepté peut-être avec Marc Vallone, mais parce qu'il le connaît moins, nouveau venu dans l'aventure. Je m'étonne d'une telle remarque. Quelles sont les chances que 2 talentueux chanteurs français de la même génération n'aient jamais eu l'occasion de se rencontrer durant leur longue carrière? J'en déduis qu'ils ne s'aiment pas. Ce conflit peut-il être à l'origine de cette affaire? Je lui demande ensuite l'autorisation de prendre un selfie avec lui, ce qu'il accepte volontiers. J'envoie la photo à ma fille avec un petit commentaire. « Tu veux assister au plus grand show de la télé ce soir ?» Sa réaction ne se fait pas attendre, elle m'appelle dans la minute. « Dis-moi que c'est une fake news, papa. »« Non, ma fille. J'ai 2 places pour la demi-finale. Je mène une enquête pour la production de l'émission, alors c'est leur moyen de me remercier. » « Tu n'es pas payé quand tu joues au détective ?» J'éclate de rire. En tout cas, c'est bien la première fois que ton nouveau boulot te procure des à côté qui en valent la peine. C'est trop tard. On se retrouve à quelle heure? Viens à 19h si tu veux jeter un coup d'œil aux coulisses. Mais non, c'est pas vrai. En raccrochant, je tente de faire le point sur l'enquête. Je dénombre 4 suspects à ce stade. Le producteur joue sa dernière saison, il a toutes les raisons d'en vouloir à la chaîne et pourrait fomenter une action de grande ampleur lors du prime. La candidate Solène est orpheline. Amanda, la coach vocale, a l'âge d'être sa mère et la cajole. A-t-elle voulu profiter du jeu pour la retrouver? Jonathan pourrait l'avoir attirée dans le jeu pour s'offrir un moyen d'atteindre la finale et remporter le jeu. Quant à Marc Vallone, il pourrait tenter de gagner en humiliant ses concurrents, dont Laurent Panet, avec qui il ne semble pas très ami.
Je décide de relire les lettres de menace pour essayer d'y voir plus clair. Les premiers mots ne me donnent aucune prise. Menace classique. Je reprends le dernier message. Ce soir, il y aura des étincelles. Je sens que tout est là, dans ce bout de phrase sibyllin. Que veut dire le maître chanteur? Je décide d'effectuer quelques recherches sur la toile. Après quelques clics, je découvre qu'un des titres de Mark Vallon s'intitule « Mes étincelles ». J'écoute attentivement ce hit, le 3e de son 2e album. La chanson parle de la dépression d'une jeune femme. L'histoire se finit mal, elle se suicide en se jetant sous les roues d'un tramway créant des étincelles. J'en déduis que les intentions du maître chanteur ne sont pas positives à l'endroit de Solène. Que lui veut-il? L'humilier? La tuer?